Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à toutes et à tous dans ces énergies printanières pour cette deuxième conférence du cycle « Le monde en devenir, accompagner une société en mutation ». Michel et moi, nous vous remercions sincèrement pour vos présences. Et nous vous proposons ce soir de clarifier un nouveau thème, un nouveau domaine de la société, celui de la politique. Nous vous rappelons qu'à travers ce cycle de conférences, nous cherchons à inscrire l'humanité et les différents domaines de la société dans un processus évolutif, pour pouvoir mieux les comprendre et les accompagner. En effet, il est important de réaliser que l'humanité est une entité en évolution, au même titre que chaque individu, mais aussi que toute transformation s'opère par cycle, par phase. Il y a des phases de stabilité, où tout peut sembler calme et bien ajusté, suivies de phases de crise, qui offrent la possibilité de se poser des questions, pour s'ouvrir à de nouveaux horizons et stabiliser un prochain pas, jusqu'à la prochaine crise. Et ainsi de suite, de cycle en cycle, nous progressons là où la grande vie une cherche à nous emmener, c'est-à-dire vers plus d'unité. Et ceci dans tous les domaines de nos vies, tant individuels que collectifs. Lors de notre dernière conférence sur la religion, nous avons vu que rien ne sert de vouloir changer la religion extérieurement, mais que tout se passe d'abord dans notre reliance intérieure. Il s'agissait avant tout de la façon dont l'humain se relie au monde, se relie au divin, à soi-même et aux autres. Et ceci est vrai dans tous les domaines que nous allons aborder cette année. Ils peuvent sembler des domaines extérieurs à notre vie, mais fondamentalement, ils nous parlent de nous-mêmes. C'est en le réalisant pleinement que nous retrouvons le pouvoir immense que nous avons de participer à faire évoluer la société par notre changement d'état d'être intérieur. Et c'est en prenant conscience justement de quelle pensée ou quelle attitude nous habite concernant un domaine particulier, que nous pouvons choisir de maintenir d'anciennes formes pensées et d'augmenter ainsi la résistance et la crise, ou d'en nourrir de nouvelles, plus ajustées, pour accompagner le monde en devenir. Mais pour voir où va le monde, il nous faut aussi prendre de la hauteur, replacer l'histoire de l'humanité et de la planète au sein du système solaire, lui-même au sein d'une vie plus grande. Sinon, nous avons toujours la fâcheuse tendance à oublier que nous sommes immergés au sein d'un océan de vie gigantesque. Comprendre que nous vivons au sein d'un ensemble et qu'ensemble, nous coévoluons par l'échange constant de nos vibrations les uns avec les autres. Comprendre cela est essentiel. C'est ce que nous révèle d'ailleurs la science de l'astrologie. Et en ce moment, il y a de gros changements concernant les énergies qui influent sur notre planète. Pour faire très court, l'énergie de la constellation des Poissons a stimulé toute vie sur Terre depuis environ 2000 ans. Et dans l'humanité, cela a fortement influencé le développement de la conscience individuelle, donc ce qui a finalement permis l'individualisation. Tous les domaines de la société ont évolué et se sont construits, façonnés à la lumière de cette conscience individuelle. Actuellement, cette phase de conscience, comme on l'a déjà vu souvent, a atteint un haut degré de développement. La conscience personnelle s'est bien développée pour une grande partie de l'humanité, avec ses atouts, mais aussi ses travers d'égocentrisme. Mais une prochaine étape de conscience donc nous attend. Et ça tombe bien, les énergies Verseau, depuis quelque temps, entrent activement en scène et stimulent dans l'humanité la conscience de groupe, ou plus exactement la conscience d'ensemble. C'est l'entrée dans l'ère du Verseau. Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la première conférence de 2020 sur les énergies Verseau. Et ceci, justement, peut nous aider à comprendre que tous nos anciens systèmes sont en train de s'écrouler, car l'énergie de vie qui les a soutenus jusqu'à maintenant, celle des Poissons, se retire lentement, mais sûrement, inéluctablement. Souvent, par peur du changement, ou par habitude, nous cherchons encore à nous accrocher à ce que nous connaissons, aux vieilles formes,
et à mettre toute notre énergie personnelle pour les maintenir en vie sans vouloir accepter la froide réalité du changement en cours. Mais reconnaître et accepter les énergies évolutives veut dire accompagner le courant de vie en allant de l'avant et nourrir les nouveaux états de conscience auxquels nous sommes conviés et qui sont essentiellement, comme on le dit, des états de conscience d'ensemble. C'est pourquoi ce soir, avec le thème de la politique, nous allons dans un premier temps remonter à la signification profonde de ce principe, pour nous rendre compte que nous portons en nous cet aspect politique, qu'il n'est pas seulement un domaine extérieur, mais bien un archétype universel présent en chacun de nous. Dans un deuxième temps, nous allons nous arrêter sur les idées, sur les pensées, les états d'être qui ont soutenu la politique jusqu'à maintenant, issus de l'influence de l'ère des poissons, et auxquels nous sommes encore attachés. Et pour pouvoir parallèlement nourrir plus clairement les nouveaux états d'être, les nouvelles idées inspirées par la politique de l'ère du Verseau, lorsque l'amour sera au pouvoir, pour rappeler le titre de ce soir. Bien, entrons alors dans le vif du sujet. Ah, la politique. Elle est admirée par quelques-uns, comme en témoignent certaines citations, comme par exemple « La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire », disait Jacques Chirac. Elle est décriée par d'autres, qui n'y voient que jeu de pouvoir et manipulation machiavélique, comme George Orwell, disant « Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l'apparence de solidité à ce qui n'est que du vent. » Pas très glorieux. Et bien souvent, comme elle est souvent tout simplement moquée. Comme a dit Coluche, c'est pas dur la politique comme métier, tu fais 5 ans de droit et tout le reste de travers. Faut bien avouer que la plupart du temps, la politique a plutôt mauvaise presse. Il est beaucoup plus facile d'ailleurs de trouver des citations critiques que des louanges la concernant. Tout comme il est assez rare d'ailleurs d'en entendre du bien à son sujet dans les discussions au quotidien. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui s'en méfient et s'en tiennent éloignés, comme en témoigne la chute drastique des fréquentations des bureaux de vote. Néanmoins, au-delà des divergences d'opinion, tentons d'exercer un regard plus neutre et plus factuel sur ce domaine de la société. Et pour cela, cherchons à mettre en lumière la nature, les qualités sous-jacentes à la politique, avant de s'arrêter aux éventuelles déformations. Appuyons-nous sur la sémantique. Politique vient du latin politicus, qui signifie ce qui est relatif au gouvernement des hommes, car lui-même donc vient du grec polites, la cité, qui a donné citoyen, l'ensemble des hommes. La politique traite donc de la capacité à gouverner un État, à diriger une société. C'est l'exercice du pouvoir. D'ailleurs, gouverner est lui-même défini comme le fait d'exercer un pouvoir politique. Bien que son étymologie vienne plutôt donc du monde nautique, de gubernare, diriger un navire, et donc garder le cap. D'autre part, il est intéressant de noter que gouverner a eu aussi le sens d'entretenir une relation, jusqu'à prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. D'où la gouvernante de maison, qui avait pour tâche d'en prendre soin. Et dans certains cantons de Suisse, on dit encore « gouverner le bétail » pour s'occuper ou même soigner le troupeau. Il est vrai que ce sens de prendre soin, c'est quelque peu perdu au bénéfice exclusif de diriger, d'exercer un pouvoir, avec au contraire une certaine indifférence à prendre soin, tellement la politique a rimé avec guerre, conquête et prise de pouvoir dans le sang et la douleur. C'est le côté masculin, guerrier, dominateur qui a semblé l'emporter sur le côté féminin, guérisseur et attentionné. Nous y reviendrons, mais gardons à l'esprit ces deux significations de gouverner, car l'amour au pouvoir, titre de la conférence de ce soir, a sûrement quelque chose à voir avec ce sens originel qui allie ces deux acceptions. Pour résumer ce que nous apprend l'étymologie, la politique est donc ce qui est relatif à l'action de gouverner un ensemble, quel qu'il soit, pour le conduire dans une direction donnée, vers sa destinée. Destinée d'ailleurs a le même origine que destination. Une destinée pour un plus grand bien, en rapport avec prendre soin. Bien,
Ceci étant clarifié, approfondissons le sujet en partant de ceux qui incarnent le mieux cette activité politique, à savoir les chefs d'État, ceux qui sont à la tête d'un gouvernement. Et arrêtons-nous sur les plus emblématiques d'entre eux pour pouvoir en extraire plus facilement les principes sous-jacents. Première chose à noter, c'est qu'ils sont à la tête d'un gouvernement, contrairement à la religion que l'on a vue, qui pourrait plutôt se placer au cœur d'une société. Et en effet, si l'un semble être plus en rapport avec le cœur, l'amour, l'autre est plus avec la tête, avec le mental, la volonté. Il est vrai que la volonté est une caractéristique indéniable des grands dirigeants que l'humanité a connus. D'Alexandre le Grand à Roosevelt, en passant par Hitler ou Atatürk et d'innombrables autres chefs d'État, tous avaient une volonté de faire. Une volonté sans laquelle la vision qu'ils portaient n'aurait jamais pu voir le jour. D'ailleurs, la vision est une autre caractéristique à considérer dans le domaine de la politique. C'est la vision d'une destinée pour tout un peuple qui a semblé habiter tous les grands dirigeants. Sans, pour l'instant, parler de la qualité involutive ou évolutive de cette vision, tous en avaient une très claire, concernant la destinée de ceux qu'ils comptaient diriger et conduire à la réalisation de cette vision. C'est pourquoi il est parfois dit que gouverner, c'est prévoir, voir à l'avance ce qui sera. C'est avoir un plan clair de ce qui doit être. Il semble même que plus la vision est grande, claire et portée par une forte volonté, plus elle est magnétique et a le pouvoir de rassembler et de diriger un nombre de personnes considérable. Un troisième point est que cette vision et cette volonté se veulent novatrices, initiatrices d'un monde nouveau, d'une société nouvelle, d'un nouveau pouvoir, comme un élan de vie nouvelle qui viendrait remplacer les anciennes visions. Essayons maintenant de percevoir combien ce principe de politique, avec ses qualités intrinsèques, est un principe universel, qui se retrouve aussi bien dans le macrocosme, tel que l'univers ou la planète, que dans le microcosme, qu'est l'individu. Pour nous aider, et aussi pour exercer notre sens de l'intuition, appuyons-nous sur un symbole, comme nous l'avons fait déjà avec le thème de la religion, qui était, rappelons-le, la croix à branches égales, symbole de l'amour-unité, le rayon 2. Pour la politique, nous allons nous appuyer sur le symbole du rayon 1, la grande qualité de volonté-puissance, qualité là que nous commençons à entreapercevoir derrière ce concept de politique. Ce symbole est un point dans un cercle, que voici. Avant de voir si nous pouvons y retrouver les principes que nous avons évoqués, notons combien ce symbole peut représenter dans sa plus simple expression toute forme de vie, de la plus petite à la plus grande imaginable. En effet, si le point représente l'être au centre, l'âme, le point d'origine, source de toute vie, en bref, l'essence, le cercle, lui, peut alors représenter l'existence, le contour extérieur de la forme. Le tout, le point et le cercle, formant ainsi la totalité, la synthèse de l'être. Nous sommes donc en présence d'un symbole qui représente l'âme et sa manifestation. C'est pourquoi le symbole est intrinsèquement universel. Pour bien le réaliser, imaginez une cellule, un rocher, une tulipe, un chat, un humain, une nation, une planète, une étoile, et même l'univers. Tous peuvent être représentés par ce symbole. L'âme au centre d'un ensemble plus ou moins grand et complexe. Le rapport avec la politique ? Aucun. À première vue en tout cas. Car si on approfondit l'étude, ça c'est clair. En effet, nous pouvons noter que le cercle délimite un espace précis autour du point. Ceci peut représenter l'espace sur lequel l'âme a un pouvoir.
Ce cercle contient l'ensemble des éléments qu'elle dirige, qu'elle gouverne et sur lesquels elle peut imposer sa loi, son plan, sa politique. On parle parfois de cercle infranchissable pour exprimer la limite, la frontière à l'intérieur de laquelle une conscience peut exercer son pouvoir et impulser sa vision, amenant tout cet ensemble dans une direction précise. Par exemple, on parle du cercle infranchissable du Soleil, qui ne peut pas maintenir sa vision au-delà de son propre système solaire. Au-delà, ce n'est plus sa vision et sa volonté qui dirigent, mais celle d'autres consciences. Mais nous comprenons aussi que c'est la même chose à n'importe quelle échelle. La vision d'un empereur, d'un chef d'État, ou même d'une ou d'un chef de clan ou de famille, est circonscrite par le pouvoir de sa vision et de son intention. Notons ici le rapport que nous pouvons faire entre le cercle qui contient tout un ensemble d'éléments et la cité que nous avons évoquée dans l'étymologie de politique. La cité était d'ailleurs à l'époque encerclée d'un mur pour la délimiter. Autre parenthèse, vous noterez que l'on ne voit pas les innombrables détails que contiennent le cercle. On voit seulement le point et le cercle autour. Car l'âme, à ce moment, ne s'occupe pas des détails, mais de faire régner la note essentielle, la note centrale de son intention sur l'ensemble qu'elle dirige. S'occuper des détails lui ferait perdre de vue l'objectif global. D'ailleurs, si vous vous amusiez à remplir le cercle d'une multitude de points, vous allez vite perdre de vue le point central. Quoi qu'il en soit, pour n'importe quelle forme de vie, de la cellule à l'univers, c'est toujours l'âme au centre qui a une vision très claire de ce qui doit se réaliser dans un espace-temps défini. C'est grâce au pouvoir dynamique et magnétique de son intention, de son plan, qu'elle va pouvoir rassembler autour d'elle, attirer la matière nécessaire à la réalisation de sa vision. C'est ainsi qu'elle construit une forme, exact reflet de son intention. D'ailleurs, tout cercle n'est que l'extension parfaite du point central, et il ne peut se tracer qu'à partir de son point central. Comme toute forme ne se construit qu'à partir du point au centre qu'est l'âme. Ici, il est essentiel de souligner que la vision de l'âme est totalement habitée. L'âme fait un avec sa vision. Elle est cette vision. Ceci est bien représenté par le point au centre qui est à la fois l'âme et la vision. C'est ce concentré de vie qui ne laisse place à aucun doute et qui lui donne sa puissance, son pouvoir de réalisation. Et le fait qu'il n'y ait rien entre le point et le cercle, entre l'origine et la réalisation extérieure, symbolise aussi que, dès le début, la fin est connue, sans le moindre doute entre les deux, sans rien qui puisse venir détourner cette vision. De là vient à la fois l'extrême confiance que l'on peut sentir chez certains hommes et femmes politiques, mais qui peut aussi se transformer en cristallisation lorsque cette vision n'est pas renouvelée. Contrairement à l'âme, qui elle connaît le sens du temps, et sait que quand une vision doit cesser pour laisser la place à une vision plus juste. Elle a à la fois le pouvoir d'initier une vision nouvelle et de la retirer quand elle a fait son œuvre. De là vient son pouvoir de vie et de mort. Car le jour où cette volonté de manifester sa vision cesse, la forme commencera à se désagréger. C'est là que c'est ce qu'on appelle la mort d'une forme. Bien évidemment, pour en construire donc une nouvelle plus appropriée à son dessein. C'est pour ça que c'est aussi le symbole donc de l'activité initiatrice qui initie une nouvelle impulsion, une nouvelle intention. Encore une fois, sans s'occuper des détails, car la mort d'une forme, aux grandes dames de la personnalité, n'est que détail dans le grand plan de la vie de l'âme. Toute ressemblance avec certaines attitudes politiques n'est pas fortuite. Il leur est souvent reproché d'être accrochés à leurs grands principes en étant indifférents à nos petits problèmes particuliers. D'ailleurs, pour bien faire le lien avec la politique, notez combien, dans tout ce que nous venons d'évoquer, nous retrouvons dans ce symbole les éléments de vision. D'ailleurs, le cercle et le point peuvent vraiment faire penser à un œil, de volonté, de pouvoir,
de magnétisme, qui est la capacité de rassembler autour d'une intention, d'un plan, et aussi l'impulsion initiatrice d'un nouvel élan de vie, d'un nouveau départ. Ces mêmes principes se retrouvent en nous-mêmes, lorsque nous avons en tête l'intention d'un projet quel qu'il soit, qu'il s'agisse de la réalisation d'un gâteau ou l'élaboration d'un plan de vie, c'est la même chose. Nous faisons appel à la politique, car nous avons une vision et nous exerçons notre volonté pour que la réalité extérieure se conforme à notre vision de ce qui doit être. Et le pouvoir de notre vision et de notre magnétisme ont aussi leur cercle infranchissable. L'universalité de ce principe est bien traduite par la citation suivante de Jules Renard. « Dire « je ne m'occupe pas de politique », c'est comme si vous disiez « je ne m'occupe pas de la vie ». Sous-entendu, dans la vie, tout est politique, dans son essence. Car toute forme de vie n'est finalement que l'expression d'une vision plus ou moins claire, plus ou moins grande, et plus ou moins vivante et puissante. Maintenant que nous avons perçu l'universalité du principe politique, rentrons dans un aspect plus psychologique et voyons plus clairement les mutations que l'on peut accompagner à ce sujet. Commençons par la nature de la vision. Au demeurant, le point dans le cercle représente ce que je vous disais aussi bien un œil, organe de la vision. Et rappelons que la vision de l'âme embrasse la totalité du vivant sur la planète. C'est la vision d'une destinée commune à toutes les nations, à tous les peuples, à toute l'humanité et à tous les règnes de la planète. Quand l'âme est au pouvoir, elle partage et sert la vision de l'âme une, de l'être planétaire. Nulle âme ne travaille ni ne vit pour elle-même. Chaque âme travaille à réaliser l'intention du plan d'amour-unité. Cette vision naît de la conscience d'être un, fondamentalement avec tout ce qui vit. Une vision qui voit clairement au-delà des différences, la nature de tous les êtres. En fait, au sein du cercle infranchissable de la planète, toutes les âmes sont en connexion consciente avec le point central de l'âme une. Toutes les âmes partagent la vision commune d'un plan d'ensemble. Alors que lorsque la personnalité domine, lorsque c'est la personnalité qui se place au centre du cercle, la vision est toujours parcellaire, déformée, limitée par une quelconque appartenance formelle, que ce soit une nation, à un continent, à une culture, ou une religion, ou toute autre identification formelle. Et s'il y a une intention d'unir, c'est toujours une unité parcellaire, qui de plus se construit par opposition souvent à d'autres groupes. D'ailleurs, la plupart des chefs d'État étaient avant tout des chefs de guerre à l'époque, qui portaient la vision de leur pays unis, soudés, pour affirmer leur souveraineté sur un territoire particulier, en affirmant bien les frontières, les contours de leur identité. Les nations se sont construites par opposition à d'autres nations, jusqu'à ce que chacune puisse affirmer l'État-nation porté par la vision des différents chefs d'État qui se sont succédés. Les quelques empires qui se disputaient les différentes parties du globe se sont alors vus disloqués progressivement en États souverains pour aujourd'hui compter environ 200 États-nations. On pourrait dire 200 États-personnalités qui ont affirmé par la force la vision de leur identité au sein de leur cercle infranchissable avec des frontières bien définies. Si ce processus a eu sa raison d'être dans l'ère de l'individualisation, il est maintenant temps de passer à la suite de l'histoire, car les nations comme les individus suivent la courbe d'involution-évolution. Après cette phase donc d'affirmation de soi, s'ouvre le chapitre de l'affirmation du nous. Et de nombreux penseurs nourrissent déjà cette pensée semence du nous, à travers les théories par exemple du cosmopolitisme, étymologiquement politique du tout, ou d'état supranational, au-dessus de la nation, ou de fédéralisme des nations, l'ensemble des nations. Les germes de cela ont été plantés par tous ceux qui ont pensé par exemple aussi l'Organisation des Nations Unies, ou même à plus petite échelle l'Union européenne, toutes deux issues de visionnaires humanistes. Car les véritables penseurs à l'origine de ces initiatives avaient une vision et une volonté de bien commun.
Ils avaient perçu combien il ne pouvait y avoir de paix durable dans le monde sans un état de droit commun à tous, sans des lois communes, des valeurs communes, sans ce sentiment d'appartenance commun au-delà des frontières nationales. Nous commençons à apercevoir à travers les crises, comme le Covid et maintenant la guerre, combien seules des politiques globales, unies dans un souci de bien commun, peuvent apporter des solutions durables et salvatrices. Mais tant que les nations n'opéreront pas un transfert de vision de l'État-nation à l'État-monde, le pouvoir restera aux mains des États-personnalités. Et leur organisation, comme l'Europe ou les Nations Unies, n'auront qu'un faible pouvoir d'influence, un faible magnétisme. C'est tout l'enjeu du siècle à venir auquel nous sommes tous conviés à participer. Et les serviteurs du monde, dans chaque nation, dans chaque régime, cherchent à nourrir cette vision d'une politique globale, qui tienne compte avant tout du bien commun, avant les intérêts particuliers des nations. Ils entretiennent la vision où chaque nation se donnerait pleinement à cette communauté de nations et respecterait les lois qu'ensemble ils reconnaissent comme être les plus justes pour le bien de tous. Chacune pourrait y consentir alors librement et en pleine confiance, car chacune ferait partie de ce projet commun. Nous pourrions croire que cela concerne seulement le domaine de la politique politicienne. Mais détrompons-nous, car il est fondamental de réaliser que la politique de nos États-nations extérieurs est le reflet de la politique de nos États intérieurs. En effet, le courant de nos états de conscience façonne les politiques nationales. Soit ils élèvent le taux vibratoire de la conscience d'ensemble, où la partie est au service de l'ensemble, soit ils cristallisent le taux vibratoire de la conscience personnelle, qui se sert ou se coupe de l'ensemble, et nourrit le nationalisme. Chaque fois que nous clarifions un peu plus cette vision, et que nous en ressentons la beauté et la nécessité, que nous la reconnaissons intimement faire partie du dessein, et donc du destin de notre humanité et de notre planète, nous participons à lui donner du pouvoir. Il ne s'agit plus d'aller voter une fois tous les 5 ans aux européennes pour s'intéresser à la politique internationale, mais de voter intérieurement chaque jour en clarifiant un peu plus ses pensées et sa vision. Car le vote n'est encore une fois que le symbole extérieur d'une réalité intérieure, où par nos pensées, nous emplissons les urnes de la pensée évolutive qui tendent vers l'unité, ou les urnes de la pensée involutive qui tendent vers le soi d'abord. Il faut réaliser que nos pensées donnent du pouvoir à ceux qui sont au poste de pouvoir. Alors quelles pensées laissons-nous gouverner à l'intérieur de nous? Quelles pensées sont au pouvoir en nous? Il est impératif de réaliser qu'il y a de nombreux hommes et femmes politiques qui portent déjà cette vision d'ensemble, comme on disait, quels que soient justement les partis de droite ou de gauche, démocrates ou républicains, et qui œuvrent là où ils sont à la manifestation de cela. Et si au lieu de critiquer les politiques, à chaque fois que l'occasion se présente, nous apprenions à apporter notre soutien à tous ceux qui portent cette vision d'ensemble, alors nous serions d'une bien plus grande utilité dans l'avènement d'une véritable paix mondiale, fondée sur de justes relations entre les peuples et entre les règnes. Certes, il y a encore un long chemin à parcourir, tant les résistances intérieures et extérieures sont tenaces. Mais n'oublions pas que fondamentalement, rien ne peut arrêter la vision et la volonté de l'âme une, si ce n'est elle-même. Eh bien, pour ceux qui croyaient ne pas faire de politique, c'est raté. Un autre point que nous pouvons relever, typique de la politique du passé, c'est l'archétype de l'homme providentiel, qui aurait toutes les solutions à lui tout seul, celui qui détient la vision pour tous. C'est le propre du système pyramidal, où il y en aurait un qui sait et les autres qui suivent. C'est un système, ce système il peut être éventuellement nécessaire quand la majorité des personnes sont encore en conscience de masse et qu'ils n'ont pas les moyens de s'assumer seuls et de participer aux prises de décision. Mais trop souvent, nous faisons perdurer ce système dans une société où les peuples,
où le peuple est maintenant éduqué et où il a la capacité de participer activement aux décisions collectives, pour peu qu'on lui en laisse la possibilité et qu'on lui en donne les moyens. Car lorsque l'amour est au pouvoir, entendez l'âme au centre du cercle, le pouvoir se partage. Car en tant qu'âme, le pouvoir appartient à tous. Il n'appartient à personne en particulier. C'est le pouvoir de l'ensemble pour l'ensemble. Car personne mieux que l'ensemble ne sait ce qui est bon pour l'ensemble. C'est de là que découle le principe de démocratie, qui est le pouvoir du peuple pour le peuple. À partir de là, peut-être que savoir gouverner n'est pas faire passer à tout prix sa vision, mais conduire le groupe pour atteindre ensemble le point de conscience d'où jaillit une vision nouvelle et plus complète. Jusqu'à à terme, un jour, pouvoir atteindre ensemble la vision, l'intention qui nous gouverne tous, celle de l'âme une. Alors, l'amour du pouvoir dont faisait preuve la personnalité s'effacera dans le pouvoir de l'amour, où se réalise vraiment le pouvoir collectif que l'on a en tant que groupe. On réalise le pouvoir des valeurs évolutives portées et vécues par tout un réseau intérieurement soudé par une vision commune. Et pour ceux qui doutent du pouvoir collectif, de la force et de l'efficacité de ce partage du pouvoir, il n'y a qu'à regarder des exemples, des expériences par exemple des conventions citoyennes. Elles montrent que lorsque l'on partage le pouvoir et que l'on donne aux gens les moyens de gouverner, que l'on fait confiance à l'intelligence collective, il en ressort des expertises qui dépassent de loin en qualité la vision de spécialistes cantonnés entre eux dans leur tour d'ivoire. Nous vous invitons d'ailleurs à ce sujet à lire ou à regarder les vidéos de Frédéric Laloux et Jean-François Zobrist sur les entreprises libérées, qui démontrent combien le partage du pouvoir entre tous les membres d'une entreprise est bien plus efficace sur le long terme pour la faire vivre et prospérer d'une manière pérenne et qualitative. Toutes les initiatives de gouvernance partagée sont elles aussi la preuve qu'une vision nouvelle commence justement à se dévoiler. Mais si toutes ces initiatives sont encore balbutiantes et sont parfois avortées, elles sont le reflet d'une mutation en cours. Et le jour où collectivement nous serons prêts à cela, eh bien elles pourront se réaliser de partout et jusqu'au bout. Ce qui n'est pas si évident, car on peut être tous d'accord, surtout en évolution, avec le principe, sans pour autant voir que dans nos vies, dans notre rapport au monde, nous nous inscrivons encore dans ce rapport pyramidal, et que nous avons du mal à partager le pouvoir. C'est le cas lorsque nous avons la certitude que notre vision est la meilleure, et que nous cherchons plus ou moins subtilement à l'imposer, sans imaginer et accepter que si c'est la meilleure pour nous, et pour ceux qui aspirent à ce point de vue, ce n'est pas forcément le cas pour d'autres. C'est le cas aussi à chaque fois que dans notre propre politique de vie, nous ne faisons pas vraiment confiance à ceux qui partagent notre quotidien. Famille, amis, travail, collectif ou autre groupe auquel nous appartenons. Que nous croyons pouvoir nous sortir seuls des difficultés, sans faire confiance qu'en partageant avec d'autres de nouvelles solutions peuvent émerger. Oh, souvent on partage bien nos difficultés, mais on n'écoute pas vraiment ce qui peut émerger du dialogue. Comme si on pensait, au fond, que nous avions seuls le pouvoir de nous en sortir. Mais on ne fait que garder, monopoliser le pouvoir. Nous monopolisons aussi le pouvoir lorsque nous sommes invités à parler, à partager notre point de vue, mais que nous gardons égoïstement pour nous notre vision, sous différents prétextes. Ils ne pourront pas comprendre ce que je vis, ou ce n'est pas assez abouti, ou pas assez clair, ou simplement par peur inconsciente que sa vision soit remise en question, voire désapprouvée. Alors nous préférons la garder pour nous, au lieu de lui permettre d'apporter modestement sa participation à l'élaboration d'une vision commune. Nous nous accrochons à notre pouvoir personnel comme une moule à son rocher, mais nous exigeons des politiques qu'ils cessent de s'accrocher au pouvoir. Cherchez l'erreur.
Ou bien à l'inverse, chaque fois que nous laissons le pouvoir à l'extérieur. Les autres savent mieux que moi. Alors on laisse le pouvoir aux autres, sans non plus participer activement à l'élaboration du travail commun. Encore une fois, que tout ce que nous identifions comme involutif à l'extérieur, c'est important que ce soit l'occasion de réajuster notre politique intérieure. Ça, c'est quelques exemples, mais il y en aurait plein d'autres, chacun à chercher. Un troisième point que nous aimerions aborder est la domination masculine au sein de la politique. Car nos politiques ont été menées, et le sont encore, majoritairement par des hommes. Comme si les femmes n'avaient pas ces compétences. En 2023, seuls 19 pays sur 193 ont une femme à la tête du gouvernement, bien que ce soit en progression par rapport aux décennies précédentes. Cela ne représente quand même que 10%, à peine 10%. Cela n'est que le reflet de notre conception erronée de la politique, qui devrait, soi-disant, être masculine, forte, autoritaire et même guerrière, sans place pour les qualités féminines telles l'attention, la relation ou même l'amour. Mais rappelons-nous que gouverner signifie aussi entrer en relation, prendre soin. D'ailleurs, il a été démontré que les accords de paix, accompagnés et conclus par des femmes, tenaient en moyenne 15 ans de plus que ceux conclus par des hommes. Sans aucun doute, parce que chez l'homme, le désir d'efficacité, la quête de résultats formels, l'emporte sur la nécessité d'une sensibilité, d'une attention, d'une prise en compte du véritable besoin de chaque partie en question. Mais tant que notre conception de la politique n'aura pas évolué, tant que nous penserons que c'est par la force de la volonté personnelle, à la force du poignet, que les choses doivent se résoudre, alors nous conditionnons le peu de femmes au pouvoir à se comporter comme des hommes. Ainsi, nous ne leur facilitons pas l'expression d'une autre forme de pouvoir dont elles sont naturellement porteuses. Quand nous aurons compris que le véritable pouvoir de l'âme ne s'exerce pas par la force, mais par l'amour, homme ou femme au pouvoir, l'essentiel, c'est que l'amour soit au pouvoir. Et l'on prouvera alors que qui aime bien, gouverne bien. Même si, en attendant, la parité est absolument nécessaire pour tendre vers cela. Nous pouvons chacun accompagner cette transition justement en redonnant le pouvoir aux qualités féminines dans notre vie. L'attention, l'écoute, la sensibilité et la bienveillance, la coopération, la beauté, la fraternité, l'unité, l'âme en général. À ce sujet, une tête de liste aux européennes s'est risquée à prôner la douceur en politique, comme une première dans l'histoire de la politique. À nous de prouver que toutes ces valeurs féminines ne sont pas des qualités de seconde zone, qu'elles sont avant tout, et même tout aussi importantes que les qualités masculines, telles que l'efficacité, la volonté, l'intelligence, la rigueur, la force, ou le pouvoir de la personnalité en général, pour n'en citer que quelques-unes. À chacun de nous de veiller au juste équilibre entre ces deux aspects de notre être. Pour approfondir cela, on pourrait se poser certaines questions en cherchant à y répondre à la lumière de notre âme, c'est-à-dire en toute sincérité. Quelles sont les valeurs qui dirigent et gouvernent ma vie? Sont-elles plutôt masculines ou féminines? Au-delà de notre sexe. Est-ce que je fais seulement croire au pouvoir des qualités féminines, ou bien je l'expérimente au quotidien et je vois clairement ce que ça apporte autour de moi et à la société? Ainsi, nous découvrirons par exemple qu'il est contradictoire d'exiger des politiques de laisser de la place aux femmes au poste de pouvoir, tout en continuant nous-mêmes à n'accorder que peu de place à la vie subtile de l'âme dans notre propre politique de vie. Il faut que l'on réalise qu'il est vraiment temps de mettre l'amour au pouvoir dans nos vies. C'est la meilleure façon d'accompagner cette transition. Il y aurait beaucoup d'autres points à approfondir, mais nous ne les citerons que brièvement
et de manière plus évocatoire qu'explicative, pour justement laisser s'exercer le pouvoir féminin de l'intuition plutôt que celui masculin de l'explication. C'est un peu comme si nous évoquions le point et le cercle, le début et la fin, sans les détails de l'explication qu'il y a entre les deux. Quand l'amour est au pouvoir, la main de fer laisse la place à la ferme douceur de ceux qui savent qu'il est inutile de contraindre, mais bien plus efficace d'accompagner avec amour et patience. Quand l'amour est au pouvoir, la fin ne justifie plus les moyens, car la fin s'écrit grâce à la qualité des moyens. Qui sème le vent récolte la tempête, mais qui sème la fraternité récolte l'unité. Quand l'amour est au pouvoir, l'indifférence séparatrice cède la place à la divine indifférence, qui est seulement indifférente à tout ce qui empêche d'évoluer vers l'unité. Quand l'amour est au pouvoir, toute l'énergie est employée à la construction du nouveau monde, et non plus à la destruction de l'ancien. Car le seul moyen d'écarter les ténèbres, c'est de faire briller la lumière. À chacun de nous, ensuite, de méditer et de déployer ces idées, si elles résonnent bien sûr en accord avec la vision de notre âme. En dernière partie, nous vous proposons un schéma qui synthétise ce que nous avons cherché à partager concernant notre destinée commune, l'évolution de la politique, ainsi que le travail que nous avons à opérer en tant que serviteurs d'un monde meilleur. Pour ceux qui sont en audio, nous avons dessiné 3 cercles de différentes tailles avec leurs points au centre, les uns au-dessus des autres. Le cercle du bas, le plus petit, représente la conscience de la personnalité, avec sa vision personnelle de la vie et l'intention personnelle qui en découle. Le cercle intermédiaire, un peu plus grand, représente la conscience de l'âme, avec une vision planétaire et un plan d'ensemble. Le cercle du haut représente la conscience de l'âme une, avec une vision systémique et un dessin extraplanétaire, dont nous ne pouvons actuellement pas dire grand-chose. Nous avons donc 3 niveaux de conscience, 3 niveaux de vision, et donc 3 niveaux de politique. La politique céleste, la politique planétaire et la politique humaine. Et la vision de l'âme est en syntonie avec celle de l'âme une. Elle travaille de concert à l'élaboration d'un plan d'amour sur Terre. Nous avons symbolisé cette alliance par le trait plein qui relie les 2 points au centre, les 2 visions du haut. L'alliance entre les deux. Par contre, nous avons vu que notre politique individuelle et humaine n'est pas encore vraiment en adéquation avec celle de l'âme. C'est le trait en pointillé entre les 2 cercles du bas. Tout notre travail consiste donc à unir ces 2 visions. Mais comment? Comment rejoindre cette vision? Premièrement, en acceptant sincèrement que sa vision personnelle, aussi belle soit-elle, n'est qu'une infime partie de la réalité, et sûrement bien éloignée de la vérité plus grande de l'âme. C'est déjà un premier pas difficile à franchir. Cela demande humilité et courage. Mais si nous le franchissons, alors nous sommes prêts pour le 2e temps, qui est celui de la méditation, où nous devons apprendre à plonger au cœur de la conscience d'ensemble, à percer la couche de nuages qui nous voile la lumière de l'âme.
Les alchimistes disent d'ailleurs qu'il faut persévérer, car à force de percer, vous verrez. Pour cela, le domaine de la religion, que nous avons vu la dernière fois, à savoir la capacité à se relier et à s'unir à notre propre âme, puis à toutes les âmes, jusqu'à en ressentir la qualité d'unité, est la clé pour percer les nuages de la séparativité, pour faire un avec l'âme et sa vision. À force de persévérance, la vision de l'âme, qui voit tout en termes d'ensemble, et qui voit clairement ce qui est à nourrir et ce qui est à laisser mourir, se fait jour. Le plan d'amour, tel qu'il se déroule derrière la scène des événements du temps, se clarifie alors. Toute chose est vue comme faisant partie du plan d'ensemble, bien que seul ce qui est porteur d'avenir évolutif est consciemment accompagné et soutenu. C'est la claire lumière froide de l'amour qui inclut et comprend tout, et par amour pour toute forme de vie, ne nourrit que ce qui accélère la destinée lumineuse de l'humanité et de la planète. C'est cela la politique de l'âme, le plan de l'âme. Amour et pouvoir ne font alors plus qu'un. À ce sujet, notons que dans le monde des hommes, la sécularisation qui est la séparation de la politique et de la religion, a été absolument nécessaire. Car tant que la conscience individuelle règne, les dangers de les rassembler sont trop grands. Nous en avons fait les frais quand les religions étaient au pouvoir et ont cherché à imposer leurs dogmes par la contrainte et le sang, comme nous l'avons développé dans la conférence sur la religion. Mais si la sécularisation a permis de faire progresser la liberté de culte, elle n'a pas empêché l'amour du pouvoir qui gangrène tant de politiques actuelles, intérieures et extérieures. C'est pourquoi, en évolution, il est indispensable de nourrir cette nouvelle alliance entre amour et pouvoir. Car seul le pouvoir de l'amour peut mettre fin à l'amour du pouvoir. À nous donc d'accompagner cette pensée semence, l'amour au pouvoir, à son juste niveau et en nous-mêmes. Et nous verrons alors de plus en plus l'émergence de politiques inspirées par les véritables valeurs que nous souhaitons de toutes nos âmes et que portent fondamentalement toutes les religions du monde. Pour finir, lorsque l'amour est au pouvoir, l'union entre le dessein, l'intention et le plan, le dessein, le plan et l'intention, peut se symboliser par 3 cercles, les uns dans les autres, avec un seul point au centre. C'est le schéma que l'on vient de voir, mais vu du haut. Si vous regardez du haut, vous retrouvez le dessein, le plan et l'intention unis dans une seule direction, une seule vision. Et comme l'archer qui ne fait plus qu'un avec sa cible, tenons-nous ensemble fermement au centre de l'être, jusqu'à ce que la politique terrestre ne fasse plus qu'un avec la politique céleste. C'est à travers cette image que nous pouvons laisser maintenant résonner le poème que Michel va nous partager. Ce poème s'intitule « Le pouvoir de l'amour ». L'homme se croit fort et puissant. Il gouverne, manigance, il croit vraiment voir grand. Pourtant au début, son point de vue est tellement insignifiant, coupé de la vie, coupé du vivant. Il dirige territoire, femmes et même argent, croyant dur comme fer d'être le plus aguerri des conquérants. Il se place au centre de son monde, il impose ses plans. Encore tellement aveugle à la beauté de l'âme qui abonde pourtant. La fin justifie ses moyens. Impitoyable, il avance sur son propre chemin, jusqu'à ce que son monde s'écroule. Enfin. Un nouveau sens intérieur devient alors opportun. La véritable gouvernance est collective. Une vision inspirée par la volonté planétaire est de mise. Ici règne la coopération et on fraternise.
plus de place pour des mainmises. L'âme en chacun de nous aspire à voir grand. Grand en conscience, pour voir clair devant. Prévoir, pour pouvoir élever chacune des consciences et instaurer une véritable politique des alliances. Alors le pouvoir nous conduira vers l'avenir, là où nous prendrons des décisions sans nous mentir, en adéquation quasi naturelle avec la volonté céleste, chacun à sa place, à l'écoute et actif dans son rôle terrestre. Que la volonté d'amour soit faite et non la mienne. Puissais-je la relayer en la faisant mienne, vivant au centre d'une volonté pérenne, pour que la volonté d'amour dans l'humanité règne.